Ok, je pense qu'on peut commencer tranquillement l'événement avec les présentations. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'événement qui s'intitule Décarbonation des bâtiments, quand les villes mènent la transition énergétique. Je m'appelle Bilal Tabaïchoun, je suis conseiller en transition énergétique à Vivre en Ville et c'est moi qui animera la soirée. Donc merci de vous joindre à nous en si grand nombre. On avait déjà un événement en après-midi qui s'intéressait aux défis et solutions en transition du bâtiment. On a abordé à la fois l'aspect technique, mais aussi l'aspect politique public de la décarbonation, de l'adaptation des bâtiments. Aujourd'hui, ce qu'on souhaitait, c'est souligner le rôle crucial que des acteurs, notamment les municipalités québécoises, jouent sur le dossier dans la décarbonation des bâtiments, un dossier qui est particulièrement chaud actuellement au Québec. Si vous connaissez la mission de Vivre en Ville, nous, ce qu'on souhaite, c'est outiller et mobiliser les collectivités afin d'assurer des milieux de vie qu'on considère viables. Ce qu'on souhaite dire par viable, c'est des milieux qui répondent aux besoins des collectivités, mais de manière durable, soutenable. Et donc, dans cette intention-là, d'outiller, de mobiliser les municipalités, ça nous fait plaisir d'organiser l'événement aujourd'hui qui leur donnera une place, comme vous le verrez lors des présentations. Avant d'aller plus loin, je souhaite juste vous dire qu'une partie de notre mission, c'est vraiment de fournir des outils à ces municipalités-là. Et récemment, Vivre en Ville a lancé le site web Carrefour. Donc, on a déjà un site web, mais ce deuxième site web-là va regrouper principalement les outils à l'intention des décideurs publics, des décideurs privés, du milieu de l'immobilier, de l'architecture, de l'aménagement du territoire. Donc, si vous souhaitez être accompagné ou tout simplement vous informer sur vos préoccupations, on vous invite à consulter le site Carrefour. Au niveau du déroulement de la soirée, je vais tout d'abord laisser la scène à Christian, directeur de Vivre en Ville, qui va assurer le mot de bienvenue et d'introduction de l'événement. Par la suite, on a Cindy Comerford qui dirige la politique climatique, qui fait partie de l'équipe qui dirige la politique climatique à la ville de San Francisco, qui va nous présenter les initiatives ailleurs en Amérique du Nord, donc plus au sud, aux États-Unis. Par la suite, on aura un panel qui va regrouper des panélistes assez divers qui ont chacun une perspective sur la politique de la décarbonation des bâtiments. Et donc, on a avec nous Paul Germain, maire de Prévost. On a avec nous Jonathan Théoré, qui travaille au Bureau de la transition écologique et de la résilience à Montréal. Et également Mathieu Lévesque, conseiller principal chez Dunsky Énergie Climat. L'événement devrait se terminer vers 18h30, mais on vous invite à rester parce que le cocktail que j'ai interrompu se poursuivra par la suite. Sans plus attendre, je laisse la scène à Christian Savard. Merci. Il va t'aider avec ton micro. Rebonjour à ceux qui étaient là cet après-midi. Et, bonjour à ceux qui se sont joints à la partie en soirée. Donc, content que vous soyez là avec nous. C'est quand même une période spéciale lorsqu'on parle du climat avec la COP qui se déroule actuellement. Et pour Vivre en Ville, c'était important de marquer le coup. Et cette année, c'est sur le thème du bâtiment qu'on le fait. Donc, on est content de voir aussi que vous êtes restés. On manque presque de place. La décarbonation des bâtiments, c'est vraiment un enjeu qu'on tient en haute importance chez Vivre en Ville depuis quelques années. Nouveau créneau qu'on a développé, notamment avec différents partenaires. Parce que le bâtiment, c'est la cellule de base de nos milieux de vie. Et si les transports doivent s'améliorer, si l'urbanisme doit s'améliorer, si l'agriculture doit s'améliorer, les bâtiments font partie aussi. Donc, bâtiment, décarbonation, rôle des municipalités, c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle, particulièrement dans le contexte des négociations qui se poursuivent là, à Dubaï actuellement. C'est quand même des grands enjeux qui se jouent, mais sur le terrain, il faut faire avancer les choses.
Notamment quand même hein, en matière de bâtiments, plusieurs pays, 27, dont le Canada, se sont engagés à travers le Building Breakthrough afin d'accélérer la décarbonation et la résilience des bâtiments. Donc, on sent là, vraiment un certain momentum, que ce soit à l'international ou que ce soit ici au Québec, c'est ça dont on va parler tantôt. Un certain momentum d'accélérer les choses en matière de bâtiments à l'échelle mondiale, c'est 21% des DGES. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la transition énergétique, plus spécifiquement la décarbonation des bâtiments, a animé l'actualité dans la dernière année. C'est du jamais vu. C'est les initiatives du municipal dans le domaine qui ont été un élément important de cette effervescence. Depuis l'appel des premières municipalités il y a un an à un plan d'action ambitieux en décarbonation des bâtiments, la consultation de la Ville de Montréal à la même période l'année passée et sa feuille de route dans le domaine, il y a déjà maintenant aussi 4 municipalités qui ont adopté des règlements afin d'amorcer une décarbonation des bâtiments sur leur territoire. Je vais les nommer parce qu'il faut toujours nommer les pionnières et leur donner toutes les félicitations pour être en avant de la parade. Donc, Prévost, Montréal, Candiac et Mont-Saint-Hilaire. Donc, il est certain que les municipalités sont en train de faire bouger les lignes et de rehausser le degré d'ambition du Québec sur la question. C'est particulièrement motivant de voir ça. De les voir à l'avant-garde. Cet après-midi, on s'est intéressé aux solutions à travers l'angle des politiques publiques, des mesures nécessaires afin de faire avancer la transition énergétique du secteur. On voulait aujourd'hui on voulait prendre ce soir le temps de donner la parole aux champions et championnes de ce mouvement, ceux et celles qui rendent ça possible sur le terrain en mise en œuvre de la mise en œuvre de la décarbonation du bâtiment. Que ce soit par le rôle de décideur ou en appui aux décideurs en établissant des scénarios de transition et en éclairant sur les possibilités de transformation du secteur. Donc, vous allez avoir la chance, comme l'a annoncé Bilal, d'avoir différents intervenants qui vont nous dire de quelle manière ils tentent de faire bouger les lignes. Le secteur du bâtiment et de la carbonation du bâtiment est probablement le fruit le plus mûr. Je ne dis pas le plus facile, mais le plus mûr. Si on ne réussit pas à décarboner le bâtiment, je ne vois pas comment on peut réussir le défi de réduire nos gaz à effet de serre et d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. C'est celui qui est le moins bousculant en principe pour les habitudes des citoyens. Donc, c'est vraiment en principe des GES faciles à aller chercher. Donc, particulièrement important de le faire. Donc, merci de votre présence. J'espère que vous allez ressortir de la soirée encore plus motivé et, pour faire face aux défis qui nous attendent parce qu'ils sont grands. Et on va tenter de terminer en force 2023 pour aller encore plus loin en 2024. Merci beaucoup de votre présence. Merci Christian. C'est le temps de donner la parole à notre première conférencière, Cindy Comerford, qui est responsable du programme climat à la ville de San Francisco. En voyant la dynamique municipale, on l'a encouragée, on l'a soutenue, mais on a également cherché à savoir ce qui se faisait de bien ailleurs dans le monde. Et on a été agréablement surpris que plusieurs municipalités en Amérique du Nord emboîtent le pas, puis sont comme au Québec à l'avant-garde du mouvement de transition énergétique des bâtiments. Parmi ces municipalités, parmi ces villes, une des villes qui nous a particulièrement inspirés est la ville de San Francisco. Donc on est ravis d'avoir avec nous Madame Cindy Comerford. Cindy Comerford est ici pour présenter les initiatives au milieu de la société civile, au milieu municipal, ici au Québec. Aujourd'hui, elle nous fait la chance de nous offrir 2 présentations. En après-midi, elle avait fait déjà une présentation où elle présentait la politique de décarbonation des bâtiments
à San Francisco. Et aujourd'hui, ce soir, elle a souhaité fournir une deuxième présentation où est-ce qu'elle va traiter plus généralement de l'enjeu de la décarbonation des bâtiments et du rôle des municipalités que les municipalités peuvent jouer. Juste avant de lui laisser céder la parole, je souhaite la présenter parce que peut-être il y a des personnes qui n'étaient pas avec nous cet après-midi. Donc, au sein du département de l'environnement de San Francisco, Madame Comerford s'efforce de promouvoir des politiques ambitieuses et équitables pour faire face à la crise climatique. Elle est chargée de diriger une équipe pluridisciplinaire de professionnels du climat, de la construction écologique et de la justice environnementale. Et parmi ses réalisations récentes, on peut citer l'élaboration du Climate Action Plan 2021 de San Francisco et l'interdiction du gaz naturel dans les nouveaux bâtiments. Donc, sans plus tarder, the floor is yours. Thank you. Bonjour, good evening. So my presentation tonight will be in English. I'm sorry, I don't speak any French. And it's so interesting, someone giving an introduction, you have no idea what they said. So hopefully I won't repeat anything. But again, my name is Cindy Comerford. I'm the Climate Program Manager at the San Francisco Environment Department. The Environment Department is a department within the city and county of San Francisco. There's about 100 people that work within the department. And our core mission is really around climate protection. I head our climate program, which is really tasked with equitably and aggressively reducing carbon emissions. And part of my program is focused on building decarbonization. And so today I'm going to talk about in my day-to-day work, we have a lot of support in San Francisco, but there's also a lot of myths out there around building decarbonization. And so I thought what I would do for this evening is go through, the 5 biggest complaints or myths I hear around building decarbonization and try to debunk them. So let's start off by the first one here, is that, we have plenty of time to do all of this work and we should slow down. So let's start with plenty of time. And I said this in my presentation earlier today, but at COP28, it was confirmed that this year, 2023, will be the hottest year on record. 2023 has been about 1.4 degrees above Celsius, above our pre-industrial temperatures. So the past 9 years have been the hottest 9 years on record, and that's looking back over 174 years of scientific observation. So climate change is accelerating. Nearly all of our aspects of life are under threat from climate change. So it's really important as we're thinking about building decarbonization to keep in mind the urgency of climate change and what the weight of our inactions would hold. So the next thing I hear, and I hear this a lot, is that we need to take it slow. So people like to tell me all the different things that could go wrong with building decarbonization. And that's not to say we don't have a lot of barriers. But I thought I would present kind of when we're going through technological changes, they're likely to follow something called the S-curve. And the S-curve is shown on the slide. And it's kind of a phenomenon that we see when we integrate new technology. And I understand that building decarbonization and transitioning to a low carbon economy is systemic. But a lot of the problems are technological and financial. And so the S-curve is a well-established phenomenon as we introduce a new technology, is that you really need to reach a certain catalytic tipping point. And that usually is about 5% of the market share. And once you hit that 5% of the market share, it tends to take off to about 50%. So getting to that 5% is really critical and getting there fast in terms of building decarbonization. And so as you get to that 5%, you work through the barriers, things become cheaper and cheaper, and you also start to develop the workforce. Unfortunately, it's not the opposite way around. You don't get to do all that stuff, and then the technology succeeds. So S-curves can be a little bumpy.
and they're rapid in nature. But this market acceleration is going to get us to where we need around building decarbonization. So the second myth that I hear, which connects back to what I was saying, is that building decarbonization isn't technically feasible. I like to get people throw examples of all the reasons, or all the really specific technical reasons it's not going to work. And so, we really do have an opportunity to take buildings and transform them into climate-fighting machines. And this doesn't mean we have everything figured out, nor do we need to. We have many examples, especially within new construction, of small and big buildings. We also have existing retrofit buildings that have been successful. In San Francisco, we implemented our all-electric new construction ordinance about 2 years ago, banning natural gas. And we do have a waiver for technical and feasibility. And to date, we've had no one apply for a waiver, which I think is some good news. And so the picture on the screen is an example where actually everything didn't go as planned, but I thought it would be a good example. This is an example of a building in Baton Rouge, Louisiana. For many of you know, this is not the most progressive climate action area of the United States. It's quite conservative. And the owner of this building went through decarbonizing it, not really because of climate change, but they thought that it would improve the welfare for the building occupants and improve work performance. And so as they went through this process, they were able to decarbonize about 85% of the building. There was a small portion of the building, a domestic hot water heater, that just supplied water to the sinks in the bathroom that they weren't able to decarbonize, and that was just because of cost. So they set it up that they could replace it with a heat pump in the future. So 85% of the building got decarbonized, and they also were able to reduce the embodied carbon to Architecture 2030 standards, if people are familiar with that. And part of a result of this project is that they were able to save about $80,000 a year in energy cost. And so they really went through a smart electrification process where they were able to do a lot of energy efficiency. They didn't take gas equipment and replace it with the same energy producing electric equipment, because electric equipment is so much more efficient. And so this example, if people are interested in learning more about it, is you can go to Stanford University Building Accelerator and download the fact sheet on it. So the third myth is that the power grid won't be able to accommodate electrification. And so what I always tell people is that we can do more than one thing at the same time. We can change both our power grid and the grid infrastructure to decarbonize. In fact, electrification really needs to be done simultaneously if we want to meet our aggressive climate action goals. A lot of people are like, but how are we going to do this? We've had a lot of technological advances over the last couple of centuries that impacted the grid, and we've made it. Look at air condition. We introduced air condition, and the grid was able to handle industrialization. And so we will be able to adapt the grid over time. There's new technology that is always being invented that will help reduce the strain on the grid. So one thing that I think is really interesting, in the spring, in the San Francisco Bay Area, the Air Resource Board has passed regulations that will require by 2027, there will not be gas water heaters sold, and by 2029, gas furnaces. And so they did a study to evaluate the impact on the grid to 2050, and they're expecting a 2% impact on capacity. And why is this? This is because we expect to see a lot of technological changes, such as distributed energy resources, demand controls, virtual power plants. Also, within California, we're seeing a lot of cooperation between government agencies to make sure that we're able to adapt the grid and it doesn't interfere with development.
So the fourth myth is electrification won't work in cold weather. And so actually coming from San Francisco, I don't really know that much about this. So I reached out to a colleague. And so you'll have to ground truth my information. And if it's incorrect, I'll give you his name afterwards. But when I was talking to my friend, he said that arguably in cold weather climates, this is the biggest myth that they hear. And he said the key is that not all electric technologies are created equal. So it takes about a third of the energy to move heat around a heat pump than it does around a gas appliance. And I know that many building operators and engineers shudder at the thought of using electric, but I think that notion kind of predates when we're thinking about electric resistance. Now when we have heat pumps, those types of systems tend to work much better. So this example here, a lot of times also we hear about that the air source heat pumps aren't going to work in cold weather because they lose efficiency and they struggle to kind of maintain their energy at cold temperatures. But here's an example from Denmark of an air source heat pump that's been in operation for a year. It's an R290 model, if that makes any sense to anybody. And it took a while to optimize it, but this is a single family house, and it's been working well for about the last 10 months. So it is possible to have an air source heat pump. But for larger buildings, we know that geothermal and other water source heat pumps will probably be our high efficiency appliances that we turn to. Ground source heat pumps are great for air conditioning because they take the heat and they're actually put it underground in the summertime. There was a podcast I was listening to recently. It was talking about Paris, what they were trying to do to deal with extreme heat. And one of the biggest issues was that air conditions in the windows were heating up the city even more during extreme heat temperatures. And so this is a great way to do both mitigation and adaptation at the same time. So I think as we kind of advance through market acceleration, we'll see more and more technological changes that will make these types of technologies even more efficient. So the last myth I want to talk about is the health risks. So the health risks aren't really that bad from natural gas. A lot of us here grew up with natural gas, we're still here. But I think what's really important to consider is that low-income, underserved communities and communities of color have been impacted by health harms much more than we have. And the inequities of pollution around gas in our homes. So I think that the equity considerations are really important when we think about health. In addition, natural gas just really isn't good for your health. It has numerous hazardous air pollutants that are linked to cancer, asthma, and also the formation of smog in our communities. In San Francisco, in the Bay Area, furnaces contribute more nitrous oxide outdoors than passenger traffic does. And also, it's not just the combustion of natural gas. Unburned natural gas has 21 different air pollutants, and scientists have documented that gas stoves, even when they're not on, they link benzene in concentrations that are equivalent to inhaling secondhand smoke. So in addition, we know that gas stoves contribute to childhood asthma. In the United States, 12% of our asthma cases are attributed to the use of gas stove. In California, that's 20%, where we have more gas. And there's multiple studies, and if people are interested in finding out more about the health risks, the Physicians for Social Responsibility have a great website where they have all the documentation. So additionally, we know that children in homes with gas stoves have a 42% increased risk of experiencing asthma symptoms and a 24% risk of getting diagnosed with asthma. We also know that just chronic exposure
to the pollutants from gas stoves cause damage to our respiratory system as well as our cardiovascular system and do result in premature death. And so why we have not overcome every barrier around building decarbonization and electrification. Electrification is ready to start deploying at scale. It does reduce emissions, there is a potential to save money, and it definitely does protect your health. Thank you. Thank you. You can take a chair. Thank you very much for your presentation. On va passer à l'étape, on va dire, des questions. Donc, si vous avez des réflexions, questions à échanger avec Cindy, on vous invite à vous approcher du micro. We'll open the mic for questions, but maybe I'll start with the first one, and you'll hear why I haven't tried to speak in English until now. So the first one, in the climate action plan, in your approach, you give a big space to the notion of environmental justice, and it comes like more centrally now on every issues in environment. So more precisely, because you addressed it around health issues, but which challenges have you met on this particular aspect of the question? Thank you. Great question. So our environmental justice community-based organizations are some of our biggest supporters in doing this type of work, particularly because in San Francisco and many other US cities, low-income communities of color have been overly burdened by the environmental impacts of fossil fuels. And so they see this as an opportunity to repair those impacts and also get involved with jobs and supporting the community. And so we've seen a lot of support, and we're going to continue to provide resources to the community so they can build capacity to implement their own climate action strategies. One thing that we've did this year is we've done 4 building decarbonization pilots that we gave $100,000 to community-based organizations to do community pilots, so within their neighborhood. And along with the money, we also supplied a technical consultant, the Association for Energy Affordability, to work with them. So we're really trying to build capacity within these neighborhoods to do the outreach, to understand the technology, and also to help develop jobs. Thank you very much. Good evening. My name is Marc Bichat. I work for the Quebec Environmental Law Center. And my question to you is maybe a spicy one. How would you describe the reaction and maybe even the relationship between the city of San Francisco and the fossil fuel industry and their lobbies? Okay, that's a great question. Someone asked me that question earlier. So in San Francisco, we have one investor-owned utility, which is Pacific Gas and Electric. And surprisingly, they've been incredibly supportive. So when we were working on our all-electric new construction ordinance, which was the natural gas ban from new construction, they wrote us a letter of support. We now have a building operation task force, which is looking at eliminating fossil fuels from existing buildings. They do have a spot on that task force. And I think what they've seen the writing on the wall, and this is specific to Northern California. I do want to let you know, in Southern California, it's been completely different. The gas lobbying has come out against many of the cities. But I think in Northern California, they see the writing on the wall, and also I don't think it's very profitable for them to continue to operate their gas systems. And so we're looking at, co-creating plans where we can electrify, like do zonal electrification and start to prune the gas system. So we've been fortunate in Northern California. That's not to say there has been a lawsuit. Berkeley, which is the city across the bay, we had the California Restaurant Association sue based on their natural gas ban. We think we framed ours legally different, so we think we may be protected. So there's still legal challenges, but to date we've had the fossil fuel company within San Francisco be supportive.
And maybe to follow up, did you got like some collaboration or partnerships with civil society or environmental NGOs? Was it crucial on the political side of the issue? Let's say? Yeah. Everything we do is in collaboration with diverse actors. So we work hand in hand, not just with technical experts such as architects and engineers, but also workforce development. Unions are really big in San Francisco, so working with the trade associations and the unions, environmental justice, affordable housing. Like I said, the utilities. So we kind of cast a really broad net in making sure that we're bringing everyone along in doing this work. Thank you very much. La période de questions arrive bientôt à son terme, donc s'il y a des personnes qui ont des questions, je vous inviterai à vous présenter tout de suite. If not, maybe my last question. As we've seen, this issue has like many aspects, an economical aspect, environmental, health issues also. So more on the aspect of communication. How have you targeted your communication, and which aspect of the question have you? Yeah. So a lot of the face-to-face communication we've been actually focusing on induction cooking as a way to kind of draw in the public. It's really hard to do demonstrations of heat pump water heaters and furnaces. People don't really care that much about their furnaces or heat pump water heaters, to be honest with you. They care about their gas stoves. And so we have a portable induction stove we bring out to farmers markets and fairs. We actually started giving them away to people, doing loaner programs, and we feel like once we can convert people on the cooking, the behavior change on the other appliances will come much easier. Thank you very much for this complete vision about the issue. So I'll close the question period. Thank you very much. Thank you so much for having me. Thank you. Suite à la présentation de Cindy Comerford, on va donner place au premier panel de la soirée, disons, avec nos trois intervenants. Comme l'a dit Christian à l'ouverture de l'événement, les municipalités ont vraiment été à l'avant-garde du dossier de la décarbonation des bâtiments au Québec. On peut mentionner la première sortie municipale pour un abandon du gaz naturel dans le bâtiment. On peut penser par la suite à l'adoption de différentes résolutions, en tout cas la même résolution par différentes municipalités, appelant à une décarbonation complète du secteur. Et dans cette même résolution, les municipalités sont engagées à réglementer sur la question si le gouvernement n'allait pas de l'avant avec un bon degré d'ambition. Et aujourd'hui, on se retrouve au Québec, comme mentionné, avec différentes municipalités qui se lancent dans la perspective de cette réglementation. On a déjà 4 règlements municipaux. Par contre, ce que je souhaitais souligner, c'est que vraiment, là, on est vraiment à la pointe du mouvement, mais il y a tout un soutien qui s'établit derrière, notamment du monde municipal. Pour poursuivre sur la question, on a organisé le panel afin de montrer une grande diversité des acteurs au niveau municipal sur la question. On a à la fois avec nous Paul Germain, qui est maire et donc décideur public sur la question. On a Jonathan Théoré du Bureau de la transition écologique et de la résilience. Et par là, on voulait souligner notamment le rôle des fonctionnaires et notamment de l'administration, parce qu'une réglementation, c'est déjà pas facile au niveau politique. Il faut de la volonté politique, mais par la suite, il faut des ressources pour assumer cette réglementation-là. Et on voulait également souligner, à travers Mathieu Lévesque, toute cette expertise-là technique dans le développement de scénarios notamment, puis notamment dans l'accompagnement des décideurs publics, que ce soit au niveau municipal ou même provincial. Donc, j'ai déjà commencé à les présenter, mais pendant qu'ils s'installent, je vais rentrer plus en précision dans leur biographie. Je vais essayer d'être concis. Donc, comme discuté, Paul Germain est maire de Prévost depuis 2017. Il s'est fait connaître sur la scène municipale en plaçant l'innovation, la lutte au changement climatique et les besoins de ses citoyens au cœur de ses actions. Sous sa gouverne, la ville de Prévost a adopté le premier règlement d'écofiscalité au Canada, notamment au niveau de la gestion des matières résiduelles. Il pourra y revenir
venir s'ils le souhaitent. À cela s'ajoute la préparation d'un plan conjoint d'urbanisme et de mobilité durable, l'implantation d'une politique de participation publique inédite et le récent dévoilement, comme discuté, du règlement sur la décarbonation des bâtiments. Ça a été la première municipalité à réglementer sur la question. Jonathan Théoré également, chef de division transport, énergie et bâtiments au BTER à la ville de Montréal. Donc, Jonathan a dirigé dans une autre vie le GRAM. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il est diplômé en gestion et auteur notamment d'un livre sur la transition énergétique. Depuis, au bureau de la transition écologique et de la résilience, son équipe s'affaire à la réduction des émissions de GES de la collectivité montréalaise. Et notamment, ils ont été au cœur, ils ont porté le dossier de la décarbonation des bâtiments à Montréal depuis, disons que ça s'est animé notamment à la fin 2022 et ça se poursuit. Et finalement, Mathieu Lévesque avec nous, conseiller principal à Donsky Énergie et Climat. Il cumule 12 années d'expérience dans les domaines de la performance énergétique et de la décarbonation. Depuis son arrivée chez Donsky, il a entre autres mené la production d'un plan d'investissement en efficacité énergétique, a coordonné le groupe de travail sur l'électrification dans le cadre de l'élaboration du plan pour une économie verte 2030 et il a mené l'élaboration d'un tout nouveau guide de décarbonation pour les entreprises. Donc, avant de rejoindre l'équipe, Mathieu a travaillé au sein de firmes de génie conseil et de conception, construction en performance énergétique et en tant qu'ingénieur de projet sur l'efficacité énergétique. Comme vous voyez, toutes des biographies bien remplies et je leur cède la parole tout de suite en commençant par M. Paul Germain. Merci. Merci. Le ton va peut-être être un petit peu différent que des présentations techniques que vous avez eues aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous dire que ce n'est pas le bon moment pour la décarbonation. En ce moment, il y a l'inflation, le ralentissement économique, il y a l'incapacité d'Hydro-Québec de nous alimenter pendant les périodes de pointe. Il y a la grogne populaire aussi qui est très, très présente, donc surtout depuis la pandémie. Non, ce n'est pas le bon moment pour la décarbonation. Cela fait au moins 30 ans que ce n'est pas le bon moment. En fait, ça ne sera jamais le bon moment. Il y aura toujours des obstacles, des difficultés qui pourront nous paraître insurmontables. Comme il n'y aura jamais de bon moment, c'est donc qu'il n'y a pas de meilleur moment pour la décarbonation que maintenant. Ah oui, il faut que je m'occupe de deux choses en même temps. Oh, là, je vais avoir besoin d'aide par là. Ah, bravo. Prévost, en 2018, nous avons adopté un plan quinquennal appelé le Virage vert. Ce plan-là prévoit 160 actions environnementales. On a fait plein de choses. L'interdiction de certains produits à usage unique. Sur d'autres, on a institué la première redevance sur les produits à usage unique au Canada. On a plusieurs mesures réglementaires. J'aimerais ça vous en parler, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. On m'a limité cruellement. Juste rajouter qu'on a 60 % de notre flotte, de notre parc automobile qui est électrique. On a réalisé ça en 6 ans. Après ça, on a mesuré nos GES et on a adopté une cible de 50 % de réduction de GES, autant au niveau de l'administration, mais au niveau aussi de la communauté. Au niveau de la communauté, c'est très ambitieux parce qu'on ne contrôle pas l'électrification des transports, par exemple, et d'autres choses. Mais cette cible-là de 50 % veut pas, ça a mis sur notre route, si on veut y parvenir, la décarbonation des bâtiments. Donc, c'était un enjeu qui nous permettrait peut-être d'atteindre notre cible. Mon équipe m'a suggéré d'y aller avec modération, de faire des pré-consultations, des campagnes de sensibilisation, bla, 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 pour citer quelqu'un. Ça fait 30 ans qu'on entend le même discours et je vais vous avouer, moi, je suis quelqu'un de pressé. Je voyais le 19 novembre dernier
de façon ponctuelle, la température de la Terre a atteint 2 degrés. C'est quand même un chiffre qui est préoccupant. Et on peut penser que le 1,5 degré qu'on s'était fixé pour 2050, soyons réalistes, soyons lucides, probablement qu'il va être atteint avant 2030. Là, il ne faut pas que je l'oublie de faire ça. Aujourd'hui, nous devons comprendre que ce n'est plus les défenseurs de la Terre qui sont les utopistes. Ce sont tous ceux et celles qui pensent que nous pouvons continuer comme avant. Ce sont ceux qui pensent que nous pourrons faire la transition écologique sans sortir de notre zone de confort, sans bousculer un peu nos citoyens. Je pense que c'était penser ça en 2023, c'était à la fois irréaliste et irresponsable. Les lucides sont les personnes qui agissent maintenant, et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, pour la réduction des GES. Les autres, ils seront jugés par l'histoire. À mon avis, l'action climatique découle d'une compréhension approfondie des enjeux environnementaux, de leurs causes, de leurs effets pour les décideurs, autant pour les décideurs que pour les électeurs. Moi, avant d'aller dans cette démarche-là, j'ai lu plusieurs briques et puis ça m'a conforté dans mes décisions et j'invite les gens à le faire. Une compréhension approfondie des problématiques environnementales transforme l'idée vague des changements climatiques en une nécessité d'intervention. Le sujet devient alors fondé sur des faits, s'inscrivant dans une perspective d'intérêt général. Par ailleurs, nous devons chaque jour pousser le système à ses limites. Pas le détruire, mais pousser pour que notre système économique évolue dans le bon sens. La vaste majorité des citoyens s'attendent de nous, les décideurs, à des mesures concrètes. Moi, ça fait 6 ans que je suis maire de Prévost. Ça fait 6 ans qu'on prend des périodes OK, j'ai vu un petit papier. Ça fait 6 ans et j'ai été réélu par acclamation. Pour parler de notre règlement, parce que c'est de ça pour lequel on est là, le règlement s'applique aux appareils de chauffage, foyers, sécheuses. Il ne s'applique pas, malheureusement, aux cuisinières. On a décidé d'y aller par étapes. Il s'applique aussi aux chauffes, terrasses et foyers extérieurs. Ce qui arrive au niveau des nouveaux bâtiments, c'est une interdiction complète à compter du 31 décembre 2023, autant pour le GNR que pour tout combustible fossile ou de sources renouvelables. Pour les bâtiments existants, il y a une interdiction de nouvelles installations et de remplacement, sauf pour les droits acquis. Il y a un droit de réparation et il y a un droit de conversion à la biénergie. Donc, pratico-pratique, les maisons qui ont des installations actuellement, ils doivent changer d'installation à la fin de vie utile. S'ils tiennent absolument au gaz naturel, ils doivent à ce moment-là aller vers la biénergie, mais alimentée par du gaz naturel de source renouvelable. Fait que je dois avoir presque épuisé mon temps, mais je veux juste vous dire que c'est important au niveau des installations actuelles. Si on ne fait rien, si on maintient le même parc d'appareils de chauffage, bien, on n'a aucun gain, là. Il faut avoir des gains et c'est ça. Merci beaucoup. Sur les enjeux environnementaux, souvent quand on désespère, on pointe le manque de volonté politique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un acteur dans le maire de Prévost qui n'en manque pas. Et en fait, ça nous fait plaisir de lui donner l'occasion d'exprimer que ses interventions s'inscrivent dans une vision
très cohérente pour sa municipalité, et pas seulement sur l'enjeu du bâtiment. On va continuer le panel avec Jonathan Théoré du Bureau de la transition écologique et de la résilience à Montréal. Merci. Ça va? Est-ce que c'est moi qui allume? Bonjour tout le monde. Content de voir une salle bien remplie, plein de visages que je reconnais, plein d'experts du bâtiment, d'expertes du bâtiment ou de l'écosystème environnemental dans la salle. On le dit souvent, mais il faut faire sortir ça de cette salle-ci aussi. On est des porte-paroles, c'est important qu'on joue ce rôle-là. Je commence avec une gauche, droite, oui, une diapo que j'ai vue ce matin. Je n'avais pas vu celle-là. Elle a été partagée sur un LinkedIn, puis elle fait juste rappeler à quel point il faut aller vite, à quel point on n'a pas le temps d'attendre. Ça a été dit par plusieurs, aujourd'hui, toute la journée, je crois, et encore juste ce soir. J'ai une citation que j'aime bien reprendre de notre ministre de l'Énergie cet été, quand il parlait des véhicules. Si on veut être cohérent, si on veut avoir une carboneutralité en 2050, il faut que les habitudes des consommateurs changent de façon importante. Puis on n'y arrivera pas sans être cohérent, on n'y arrivera pas sans faire des gestes qui dérangent. On a eu un souffle d'ambition au sommet Climat 2022 quand on a élaboré la feuille de route vers des bâtiments zéro émission dès 2040. La Ville de Montréal s'est positionnée comme étant... Je vais finir par arrêter de jouer avec ce truc-là. S'est positionné comme leader de présenter une trajectoire qui est prévisible, une trajectoire qui donne vraiment une inspiration au marché, aux gens, de savoir, pour être cohérent avec les politiques publiques, aux cibles, il va falloir nécessairement avoir ce niveau d'ambition-là. On a décrit une feuille de route, on a consulté à propos d'une feuille de route. On a eu des recommandations politiques très fortes. Il y a des recommandations politiques qui ont fait réagir très fortement. Il y a été question, je pense que ça a fait grand bruit, ça a fait réagir aussi. Hein, ça n'a pas nécessairement toujours... ce qui était dans les recommandations n'était pas nécessairement calqué sur les documents de consultation, par exemple, puis les médias les ont repris de plusieurs façons. Hein. C'est tout le temps twisté un petit peu. C'est rare qu'on ait très exactement là où la politique publique annoncée s'en allait. Mais on s'est ajusté, on a été pragmatique, on a agi. On s'est mis en action. Puis pourquoi on s'est mis en action? Parce qu'on n'a pas le temps d'être confortable, d'attendre qu'on ait complètement eu une unanimité sur ce qu'il faudrait faire, le rythme auquel on devrait le faire. Alors on se dit, est-ce que c'est réaliste, ce que vous proposez la Ville de Montréal, 2040, les bâtiments, dans le neuf, dans l'existant, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est nécessairement inconfortable. Le changement est inconfortable. Quand on est écrasé dans un couch, on est-tu bien? Le statu quo, c'est ça. Il faut se mettre en mouvement. Je pense que c'est le signal qu'on a souhaité envoyer. On s'est donné donc des objectifs municipaux certains étaient déjà engagés. Donc 2030, c'est zéro carbone opérationnel dans les bâtiments municipaux. Ce n'est pas non plus simple dans les bâtiments municipaux plus que dans la collectivité. On a passé l'après-midi d'ailleurs à la revue des processus avec une série de gestionnaires sur la Ville de Montréal pour accélérer non seulement la décarbonation, mais le maintien du parc, le maintien d'actifs. Il y a plein d'autres enjeux. Dans la salle, on travaille transition écologique, transition énergétique, mais quand des briques tombent, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met nos dollars? On s'est donné des cibles qui sont claires en disant, tous les nouveaux bâtiments de la collectivité, 2024, 2025, il va falloir qu'on ait des bâtiments qui sont exemplaires. Puis dans les bâtiments, de tous les bâtiments montréalais existants, on a devancé de 10 ans la cible de carboneutralité. Parce qu'on a un rôle municipal à jouer. Les villes ont un rôle, ont un devoir d'agir, ont des capacités d'intervention, une autonomie d'intervention, puis je pense que c'est important. On a un devoir d'agir, mais qui ne l'a pas, ce devoir d'agir-là? On l'a tous, on l'a toutes. L'ensemble des corps de métier a ce devoir d'agir-là. Il ne faut pas attendre de se faire dire vous avez la compétence complète pour X ou Y, il faut avancer, on n'a pas le choix. Tout le monde en même temps. Il y a une belle petite publicité d'Hydro-Québec à cet effet-là, avec une toune de Jean Cormier qui est intéressante. On doit tout faire, tout le monde en même temps. Rapidement,
les grands jalons qu'on s'est donnés au niveau montréalais. Donc, en 2021, la divulgation, cotation des émissions de GES des grands bâtiments, c'est en œuvre. Ça fait 2 années de divulgation des grands bâtiments nous font. Ça fonctionne bien. Des bons taux de participation. Évidemment, il y a des défis aussi de ce côté-là. Même juste donner de l'information énergétique, c'est déjà un défi. Mais au moment où les propriétaires commencent à se mettre en mouvement de ce côté-là, commencent à réaliser ce que ça leur coûte, ce qu'ils pourraient potentiellement avoir à faire, c'est là où on va être capable d'avancer en ayant un peu plus de lumière. L'année dernière, on a consulté, on a présenté une feuille de route. Cette année, on a adopté, on a réalisé l'adoption en comité exécutif, première lecture de conseil municipal, et c'est lundi, le 18, lundi et mardi 18-19, où le règlement sera adopté finalement par le conseil municipal pour une adoption, pour une entrée en vigueur en 2024 et en 2025 dans les petits et les grands bâtiments. La suite, la déclaration des appareils de chauffage à combustible dans les bâtiments existants, parce qu'il faut d'abord connaître où sont ces bâtiments, ces enjeux-là pour être capable d'accompagner les gens, d'être capable de développer les meilleures politiques publiques de soutien, de transformation. Quand je soutiens, ça peut être autant au niveau des corps professionnels que des dollars qui vont être correspondants. Et ensuite, évidemment, on devra fixer des seuils de performance dans l'ensemble de ces bâtiments existants, en commençant par les plus grands. Je vous laisse sur une dernière diapo. Oh non, comment ça qu'elle va vite comme ça? Juste celle-là, les autres, qu'est-ce qui arrive? Aïe, 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 aïe. Parfait, je n'y touche plus. Je finis sur celle-là. Boule de cristal, pourquoi? Parce que est-ce que c'est un mystère, ce qu'il faut faire? Non, ce n'est pas un mystère. On sait quoi faire. Dans la salle, l'intelligence collective, elle est là. Dans le milieu du bâtiment, l'intelligence, elle est là. On connaît les solutions. Mme Comerford a parlé d'à quel point les incitatifs, le learning curve, au début, c'est difficile, mais après ça, on va obtenir 50% d'adhésion. C'est ce qu'on fait avec les règlements municipaux. On fait certains pas. Est-ce qu'on a tout fait, Montréal encore? Non, mais on a fait des pas qui vont accélérer le déploiement de différentes solutions technologiques dans le marché, qui vont faire en sorte qu'on cesse d'ajouter des émissions déjà dans le bâtiment neuf, puis qu'on déploie des solutions qui vont pouvoir être utilisables dans le bâtiment existant aussi. Je pense qu'on va certainement... C'est intéressant, les poêles à induction dans les marchés fermiers. J'aime bien le principe. Je pense qu'on multiples idées comme ça. Celle-là m'a donné une bonne piste de solution. Merci. Mettons-nous en mouvement. Merci Jonathan. La feuille de route pour la décarbonation des bâtiments à Montréal a été un jalon majeur dans la dynamique municipale et ça produit des effets partout, notamment au niveau provincial. Cette feuille de route est soutenue notamment par une équipe au Bureau de la transition écologique de la résilience. On a plusieurs membres de cette équipe qui ont suivi Jonathan aujourd'hui et vous pourrez notamment échanger avec eux après l'événement. Pour conclure le panel, je laisse la parole à Mathieu Lévesque de Dunsky. Merci. Alors, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien, ça marche bien. Alors, là, j'ai 5 minutes. On ne s'est pas parlé, on s'est parlé à peine avant de présenter. Vous allez voir que c'est très, très, très aligné ce que je veux dire. J'ai seulement 5 minutes, j'ai préparé 2 slides principales, une introduction, une conclusion. Mais en premier lieu, qui qu'on est Dunsky, pour ceux qui ne nous connaissent pas dans la vie, on est 50, on est basé à Montréal, on se concentre exclusivement sur la transition énergétique. On est des analystes, on est des consultants, on est des stratégistes, beaucoup d'économistes, d'ingénieurs dans notre équipe. Ce qu'on aime, c'est faire des plans, des stratégies pour surtout des distributeurs d'énergie, électricité, gaz naturel, des gouvernements, des municipalités. Vous voyez la liste. Vous voyez maintenant la liste de nos clients, donc partout en Amérique du Nord, Hydro-Québec, Énergir, Ville de Montréal, Gouvernement du Québec, on travaille avec tous ces gens-là. Et je répète, exclusivement sur la transition énergétique pour aller plus vite, plus loin. Ceci étant dit, mon message principal aujourd'hui, c'est que le plus important, ce n'est pas 2050, ce n'est pas la cible de 2050. Je pense que tout le monde commence à le comprendre. Le plus important, c'est d'émettre le moins de GES d'ici là. Ce qui est important, c'est l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le but, si on fait l'analogie d'un bain, ce n'est pas d'avoir fermé le robinet de gaz à effet de serre dans le bain rendu en 2050. Le but, c'est que l'eau se soit le moins accumulée dans le bain d'ici là. Ou l'analogie du budget carbone. Le but, ce n'est pas d'arrêter de dépenser rendu au 31 décembre. Le but, c'est d'avoir dépensé le moins possible au cours de l'année.
Pourquoi je dis ça? Parce que selon moi, et on l'a déjà entendu, on n'a plus le luxe du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a plus le luxe du temps? C'est qu'il faut aller plus vite, bien sûr, mais je fais 2 constats principaux. Vu qu'on n'a plus le luxe du temps, vu qu'il faut axer nos actions le plus court terme possible, le mieux est rendu l'ennemi du bien. On entend dans les médias des compétitions entre technologies. Est-ce que ce serait mieux de mettre du thermopompage ou d'isoler nos maisons? Est-ce que ce serait mieux de mettre la biénergie, le GNR versus le stockage thermique? Dans le domaine des transports même, est-ce que c'est mieux de mettre des transports en commun ou des véhicules électriques? C'est simple, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut tout ça en même temps, le plus rapidement possible. Il faut arrêter d'avoir des débats sur essayer de comprendre comment arrêter de juguler le mince filet d'eau qui va rester après 2040. C'est pas vrai. Concentrons-nous à réduire les gaz à effet de serre maintenant. Le mieux est l'ennemi du bien. On n'a plus le temps de bien faire les choses. Et deuxièmement, vous l'avez vu, là, le temps des demi-mesures est terminé. Dans mon domaine, moi, ça fait une douzaine d'années, presque 15, que je suis dans le domaine de l'efficacité énergétique du bâtiment. Chez Dunsky, ça fait 20 ans. Pendant longtemps, dans les conférences, on se répétait toujours les mêmes affaires, puis on se revoyait l'année d'après, puis on se répétait les mêmes affaires, puis on avait des aides financières qui permettaient d'aller chercher un peu de gain en efficacité énergétique. Ça marchait, mais ce n'est plus assez. Puis l'ordre de grandeur qu'on a besoin d'atteindre, ce n'est pas 30 plus ou 50 plus, c'est simple. Ce qu'il faut faire à notre parc bâti dans le bâtiment, c'est 3 à 5 fois plus. Ce n'est pas des gains de 30 il faut rénover nos bâtiments 5 fois plus rapidement qu'avant. Les aides financières, la sensibilisation, l'accompagnement, tout ça va être requis, mais ça ne sera pas assez. Je vais y revenir plus tard avec une petite photo. Ma dernière slide technique avant ma conclusion. Pour les bâtiments, il y a vraiment 2 objectifs connexes, puis je pense que c'est important de se réélever à plus haut niveau, puis de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec nos bâtiments. On parle de décarbonation des bâtiments, bien sûr. Décarbonation, ça veut dire substitution énergétique, principalement électrifier tout ce qui est combustible fossile dans nos bâtiments, avec à point des bioénergies, mais c'est vraiment principalement électrifié. Si on veut décarboner les bâtiments, il y a des politiques qui peuvent être mises en place, axées sur qu'est-ce qui consomme du gaz, du mazout. Ça peut aller beaucoup plus vite. Par contre, dans une stratégie plus globale de décarbonation de l'économie, nos bâtiments deviennent des leviers pour décarboner d'autres secteurs. Il faut libérer des mégawatts de notre parc bâti existant, de nos nouveaux bâtiments, pour électrifier, puis je mets toujours intelligemment, électrifier en gérant bien la pointe, d'autres secteurs et usages. Donc, j'ai l'impression que la partie à gauche, décarbonation, c'est relativement simple. Jonathan vient de le dire, on le sait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut axer sur les équipements. Ça peut aller plus vite et on peut avoir quelque chose de plus flexible pour les plus grands bâtiments. C'est correct. Pour moi, le défi est vraiment du côté droit de l'efficacité énergétique. Tous nos bâtiments existants qui consomment beaucoup d'électricité pour se chauffer, comment faire pour aller chercher ce potentiel-là? Ça va être plus complexe. Décarboner, pour moi, c'est relativement plus simple, mais toujours garder en tête que ces 2 éléments-là dans notre parc bâti pour atteindre nos cibles de décarbonation à plus grande échelle. Ma conclusion, c'est un paquebot. Transition égale lutte contre l'inertie. Lutte contre l'inertie, ça veut dire qu'il faut garder pression. Ça veut dire que ça va être difficile de changer nos sociétés, nos distributeurs. Il faut comprendre nos distributeurs d'électricité, par exemple. C'est la même chose partout en Amérique du Nord. Les distributeurs d'électricité, ils ont géré la croissance pendant... Ah, c'est terminé. Bon, une dernière minute. Je suis sur ma dernière slide. Les distributeurs d'électricité, partout en Amérique du Nord, donc, ils ont géré la croissance pendant 50, 60 ans. Là, on leur demande de doubler dans les 30 prochaines années. C'est un changement phénoménal. Les distributeurs gaziers partout en Amérique du Nord, il faut qu'ils arrêtent de distribuer leurs principaux produits. C'est des changements phénoménaux. On peut parler de eux. Puis au Québec, je pense qu'on a 2 bons acteurs. Il y a encore des défis, bien sûr, mais j'aurais pu mettre ici un iceberg, qui est la pointe électrique. C'est ça qui nous ralentit. Mais pour tourner ce bateau-là, ce qu'il nous faut, c'est des règlements. On ne peut plus avoir seulement des aides financières. Si on veut le tourner assez rapidement, c'est des réglementations. Bien sûr qu'il faut l'accompagnement, la sensibilisation, aide financière pour supporter tout ça. Sans réglementation, qui devrait venir du gouvernement du Québec, ça serait mieux. Mais en absence de ce leadership-là de la part du Québec, il faut que ça vienne des municipalités. Puis je suis très content de faire partie de ce panel-là aujourd'hui avec des leaders dans le domaine qui font tourner notre bateau collectif. Merci.
Merci beaucoup, Mathieu. Depuis que je travaille sur ce dossier, ce que j'ai remarqué, c'est que la contradiction, on va dire, typique qu'on fait entre l'utopisme et l'expertise technique ne tient pas dans la décarbonation des bâtiments. Ce qu'on se rend compte souvent, c'est cette expertise technique, cet apport qui vient ouvrir la fenêtre de possibilités pour les décideurs. Puis c'est pour ça que vraiment la volonté politique et ce qu'apporte Mathieu et l'expertise technique en général vraiment marchent dans la main. Main dans la main, excusez-moi. Comme lors de la première présentation, je vais également ouvrir le micro pour des questions de la salle. Et en attendant, je vais peut-être débuter la période des questions avec ma propre question. Excusez-moi, c'est le deuxième événement et ça finit bientôt. Ma première question, ça serait, on a vu les dernières initiatives, notamment réglementaires, mais pas seulement sur la décarbonation des bâtiments, puis on les a traitées beaucoup aujourd'hui d'un œil technique, puis de l'œil des politiques publiques. Je voulais vous entendre notamment sur la réalité de terrain. Quels sont vos premiers retours par ces initiatives-là, puis des différents points de vue dans lesquels vous œuvrez là. Merci. Je sais que vos acteurs terrain ne sont pas les mêmes pour chacun, donc je vous laisse. Merci. Écoutez, pour ma part, si tu permets que je commence, nous, notre première version de règlement est sortie au mois de mars. Dans la population, avec les réseaux sociaux, il y a eu le phénomène de désinformation. Et on a travaillé très, très fort. On a travaillé, on a vraiment ramé. Mais on a informé, réinformé, réexpliqué. Et je me rappelle une soirée qui probablement va être une de mes plus belles soirées comme maire, où j'ai 3 groupes de citoyens qui arrivent avec chacun une pétition, donc 3 pétitions contre le règlement. Et là, je leur explique. Et après leur avoir expliqué, ils viennent au micro et le premier se présente, il dit « J'ai une pétition, mais là, vous avez pas mal répondu à toutes mes questions. » J'ai dit « Est-ce qu'il y a un point qui accroche? » Il dit « Non. » Le deuxième arrive, la même chose. Le troisième arrive, la même chose. Mais écoutez, ça a l'air simple de même, mais c'est pas facile quand c'est toi qui es en avant. Ça prend beaucoup de détermination et je pense que les citoyens, puis je l'ai mentionné dans ma présentation, on a mal informé les citoyens. On a encore du travail à faire à ce niveau-là. Je vais laisser parler mes collègues. Je prends toute la place. Moi, j'ai envie de dire, la feuille de route montréalaise vers des bâtiments zéro émission, ça fait quand même, crime, 1 an et demi, plus qu'on a annoncé ça. Des réactions, il y en a eu un peu partout. Je le disais tantôt, ça n'a pas... Je ne me souviens pas d'un article de presse qui est 100%... que j'aurais pas eu... c'est pas exactement ça qu'on a dit. Il y a nécessairement des informations sans vouloir de la désinformation. Des fois, il y a des orientations qui sont pas nécessairement bien reprises complètement. Puis, Welcome to the club. Puis, on s'est rendu compte, puis en particulier dans les derniers mois, les derniers 1000 de l'adoption du règlement dans les bâtiments neufs, donc le règlement sur les émissions de GES des nouveaux bâtiments, que nos interlocuteurs, des distributeurs d'énergie et le gouvernement, puis je me souviens une soirée à la Régie de l'énergie, mais également avec des gens du ministère, des gens d'Hydro-Québec, d'Énergia, qui regardaient l'impact du règlement qu'on proposait avec une optique c'était pour être une catastrophe au niveau de la production. On a fini par de parler dans un micro, de se parler, de se comprendre davantage, de prendre le très, très gros chiffre qui était évoqué, puis à travers les paramètres qu'on a mis en place dans le projet de règlement, capable de se rendre compte que, non, OK, on ne parlait pas de la même chose. Ah ben, il faut se parler pour ça, il faut se comprendre. On a réussi à obtenir un buy-in, une adhésion à cet objectif-là, parce qu'on a réussi à se parler, à maintenir ce dialogue-là. Puis, je pense que c'est essentiel d'y aller par étapes, mais il faut les faire vite, ces étapes-là.
Mathieu. De mon côté, je pourrais parler de tellement de types de clients qui ont est-ce que vous m'entendez, oui? Oui. Qui ont beaucoup changé depuis le début. Nous, on faisait de l'efficacité énergétique avec les distributeurs depuis tellement longtemps. Ça n'existe pratiquement plus, l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, maintenant, c'est axé sur la décarbonation et ou l'électrification. Les distributeurs électriques géraient la réduction de leur consommation, pensaient à l'installation de panneaux solaires qui allait réduire leurs ventes, qui allait complètement changer leur business case. Puis maintenant, ils se rendent compte qu'on peut électrifier d'autres usages, donc on va grossir notre base de clientèle. Ça, c'est en train de changer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gouvernements qui nous appellent maintenant, qui comprennent qu'ils doivent faire plus et mieux. Ça passe beaucoup par les municipalités au Canada et aux États-Unis avec lesquelles on travaille. Mais le dernier point que je voudrais amener, c'est au niveau des entreprises. On travaille beaucoup plus maintenant avec les entreprises. Avant, c'était difficile de les convaincre qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, on les accompagne à faire des plans de décarbonation. Ça reste à long terme. Il y a peu d'actions à très court terme, mais ils comprennent qu'ils doivent faire quelque chose, que les grandes visions à long terme commencent à les impacter. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a des règlements comme ça, comme celui de la Ville de Montréal, qui donnent une prévisibilité. Puis là, ils comprennent qu'il va y avoir des plafonds d'émissions dans mon parc de bâtiments, puis que je vais être obligé de faire ça. Mon parc de véhicules, ma flotte de véhicules, je vais être obligé de l'électrifier parce que les manufacturiers vont être obligés de me vendre un certain nombre de véhicules électriques. Donc ça, les entreprises commencent à le comprendre et réagissent correctement. Si la politique, le règlement, le programme est bien fait et un tant soit peu flexible, les entreprises réagissent très bien, s'adaptent au règlement. Ça va très bien. Merci à vous. On arrive à la fin du temps qu'on avait pour l'événement. Par contre, nos panélistes, dans nos échanges courriels avant l'événement, souhaitaient vraiment échanger avec l'ensemble du public. Donc, n'hésitez pas à les accoster lors du cocktail qui va suivre. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier les panélistes qui nous ont présenté ce panel. Je vous demanderai une chaleureuse main d'applaudissement pour le panel. Ça se prend bien avec l'année agitée qu'ils viennent de vivre. Je pense que ça leur fait du bien. Je souhaite aussi remercier Madame Cindy Comerford qui s'est déplacée de San Francisco aujourd'hui pour nous présenter les initiatives dans sa ville. Donc, merci pour les qualités des présentations et également pour l'effort que vous avez mis pour votre présence. Merci beaucoup. À part le site internet Carrefour, il y a une nouvelle nouveauté à Vivre en Ville. On outille les collectivités depuis longtemps à vivre en ville, mais tout récemment, nous sommes devenus un organisme de bienfaisance. Donc, on vous invite notamment à contribuer par vos dons, donc à appuyer la mission de Vivre en Ville. Au niveau de nos événements, il y a 2 événements qui se profilent et ça pourrait être d'intérêt pour vous. Donc, le 11 janvier prochain, Vivre en Ville lancera un nouveau guide sur la participation publique et les transformations urbaines. Le lancement aura lieu ici même à l'UQAM et vous pourrez y entendre une présentation de la publication et un panel d'experts un peu comme aujourd'hui. Le deuxième événement va se tenir le 24 janvier. On va tenir un webinaire sur les prochains plans métropolitains d'aménagement à Montréal et à Québec. Un sujet qui touche beaucoup de gens ici ce soir. Et donc, pour plus de détails sur notre programmation, on vous invite à visiter notre site Internet. Donc, un merci chaleureux pour votre présence et on vous invite à continuer la discussion lors du cocktail. Merci. Pas de questions. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Pareillement. Un gros merci. Hein. Merci. Très bien.